rebonjour tout le monde. Donc merci, on va pas se représenter, tu as très bien fait le travail. On représente Intrasens, tu peux passer, je pense. Voilà, donc Intrasens, c'est une entreprise montpelliéraine, donc qui a 20 ans, cette année d'ailleurs, c'est les 20 ans d'Intrasens. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est éditeur de logiciels en radiologie, donc on fournit des consoles de visualisation pour les radiologues. Et aujourd'hui, on intègre de l'IA. Il n'est plus là. Je sais pas moi. Un petit peu d'historique pour comprendre d'où Intrasens est parti et où on est aujourd'hui. Donc créé du coup en 2004. On a eu le premier marquage CE en 2006. Il y a eu une introduction en bourse en 2012. Et en 2023, on a rejoint la famille Guerbet. Donc on est filiale autonome, mais on fait partie du groupe Guerbet, qui, vous verrez, nous amène pas mal de choses, notamment dans l'IA. Et en 2024, donc cette année, on a lancé aussi une plateforme cloud pour un besoin spécifique en oncologie lié à la radiologie. Je laisserai après Nicolas détailler, mais j'ai un petit peu une roadmap sur les marquages CE qu'on a eu cette année sur des dispositifs qui incluent l'IA. Donc pour la radiologie, donc c'est de la détection ou de la segmentation, ou les deux. Donc on a eu une grosse étape qui était le MDR, Nicolas en reparlera, mais une fois qu'on a eu ça, on a réussi cette année à avoir du coup 4 marquages sur différentes applications et sur différents modèles. Et c'est ça qu'on va un peu vous présenter, c'est comment on part d'un modèle, d'un prototype, d'un modèle fait par un data scientist jusqu'à un modèle qu'on peut commercialiser avec le marquage CE. Si on pose la question à un radiologue, c'est cette question, c'est qu'est-ce que vous attendez en fait d'une IA? Le radiologue, il a un métier complexe. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette IA soit utilisable dans sa routine? Et la réponse, elle est très simple. Ils vont toujours dire, il faut que ça soit fiable, il faut que ça soit rapide et il faut que ça soit toujours disponible. Pourquoi rapide? Parce que si l'IA est plus longue que sa routine à lui, où il fait les choses manuellement, il n'utilisera pas. Si ce n'est pas toujours disponible, donc s'il y a des temps voilà, de downtime ou des choses comme ça, il n'utilisera pas. Et s'il n'a pas confiance, donc cliniquement parlant, il n'utilisera pas non plus. Donc c'est ces trois aspects qui sont cruciaux en radiologie. Alors on va parler justement de partir d'un prototype jusqu'à un modèle commercialisable. En R&D, on commence par ça en fait. On commence par avoir un certain nombre d'entrées qui sont l'état de l'art, un besoin clinique. On fait un peu de R&D, on a un modèle qui tourne en Python, on a des résultats, on fait des publications, on fait des démos, on a des performances qu'on affiche, mais tu peux passer. Mais du coup ça ne conduit pas forcément à un marquage CE à des ventes. Pourquoi? Parce qu'entre le monde de R&D et la réalité terrain, il y a un monde, il y a plein de choses invisibles. Sous le capot, il se passe plein de choses. Et ce n'est pas juste en ayant un bon modèle qu'on fait des ventes. Et c'est exactement ce que je disais. En fait, il faut rajouter des composantes qui sont celles-ci. Donc il y a du Cara. Il y a aussi l'optimisation de modèles. Donc ça, c'est pour l'aspect rapidité. Et derrière, il y a le déploiement et de l'intégration. Et donc ça, c'est pour l'aspect disponibilité. Il faut arriver à déployer sur site et il faut arriver à s'intégrer dans le système d'information hospitalier et ça implique beaucoup de choses. Et là, je vais donner la parole au Cara Manager. Merci Fred. Petite référence South Park que j'apprécie particulièrement. Donc il ne faut pas avoir peur du Cara. Le Cara, c'est le réglementaire, c'est la qualité, c'est les procédures, c'est rigoureux. Non, en fait, nous, on est là pour vous aider à ce que le produit soit conforme. Et pour être conforme, on a, ce que disait Pierre tout à l'heure, un cadre réglementaire qui est assez important. Le premier, c'est la partie règlement. Comme disait Frédéric tout à l'heure, on a un nouveau règlement européen qui est mis en place depuis quelques années maintenant, qui a été vachement rigoureux pour les entreprises qui font du logiciel dispositifs médicaux, puisqu'il y a eu des changements de classe pour plein de dispositifs. Nous, on a eu une chance, c'est qu'on était déjà un dispositif médical de classe 2A avant le nouveau règlement. Donc, on est un Software as a Medical Device et le but, c'est de le rendre conforme à ce nouveau règlement. Et pour ça, on a 2 normes de base qui sont à respecter. La première, c'est d'avoir un système de management de qualité conforme à l'ISO 13485. Et le deuxième, on va en parler plus tard, c'est de développer l'algo d'IA en conformité avec la norme 62304 qui permet de définir le design control d'un logiciel dispositif médical. Et donc, le design control, qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît. Eh bien, c'est ça, tout simplement. L'objectif, c'est de transformer le besoin
le besoin utilisateur, le besoin réglementaire, le besoin marché, en input, en requirement, ce qu'on appelle, et de le faire passer par différentes phases de développement pour contrôler ce qu'on fait. Donc d'abord, on définit les besoins, ça devient des requirements, ensuite on le traduit en développement, en spécification de développement, ce qui nous permet d'avoir une architecture logicielle, donc l'architecture de l'algo d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, on va s'assurer qu'il travaille correctement et qu'on va faire des tests de vérification et de validation pour voir que les spécifications qu'on a développées sont conformes, correctes, et les besoins utilisateurs qui avaient été définis sont aussi corrects. Tout ça, ça nous permet d'avoir une chose importante pour avoir le marquage CE, c'est la traçabilité. Et il faut s'assurer que tout ce qu'on a développé, c'est ce qui est noté là, soit conforme et testé pour pouvoir démontrer à l'organisme notifié, la personne qui nous met le tampon, que tout est bien conforme et tout est bien tracé. Et donc voilà, l'objectif du design control, c'est de s'assurer qu'on a un dispositif, un algo d'IA qui est conforme à ce qu'on revendique, donc à l'intended use qu'on a mis en place. Il faut qu'il soit bien entendu safe, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de risque à l'utilisateur ou au patient et qu'il réponde aux performances qu'on a définies dans le cadre de l'intended use. Ce qui est important dans le développement d'un dispositif médical, alors ce n'est pas que pour les algorithmes d'intelligence artificielle ou que pour les dispositifs médico-logiciels, mais c'est vrai pour tous les types de dispositifs médicaux, on doit se poser la question du risque. Et on doit avoir ce qu'on dit un risk-driven design, c'est-à-dire se poser la question de quels risques peuvent être associés à l'utilisation du dispositif et mettre en place des actions pour réduire la probabilité d'apparition de ce risque. Alors les risques liés aux algos d'intelligence artificielle, ils sont souvent les mêmes. Et nous, ce qu'on a mis en avant, c'est surtout l'apparition de faux négatifs dans le cadre de la détection de potentielles lésions au niveau des organes. Et notre objectif, c'est par l'identification du process de gestion de risque, que vous pourrez regarder à tête reposée ce process-là, nous permet de définir des actions de réduction, c'est-à-dire s'assurer en fait que l'algo est performant, assez performant pour pouvoir réduire la probabilité d'apparition de ces faux négatifs. Ou qu'on a des outils en place pour permettre au médecin, même si l'algorithme se trompe, de faire le diagnostic quand même sans être biaisé. C'est ça. Et ça fait le lien avec l'intended use et les claims cliniques qu'on met en avant, puisque le claim, la revendication, c'est le point de départ d'un dispositif médical. Parce que dès l'instant où vous allez revendiquer quelque chose du type « mon algo va diagnostiquer à votre place », il faut déterminer des preuves cliniques nécessaires et suffisantes pour pouvoir revendiquer cela. C'est assez compliqué à mettre en place parce qu'il faut faire des études cliniques. On en a parlé, la première présentation on a parlé, il faut mettre en place des études cliniques. Nous, on a fait le choix pour cette première version d'IA d'être de l'aide au diagnostic, de l'assistance au radiologue. C'est-à-dire qu'on va lui déterminer des zones d'intérêt, des zones où potentiellement il y a des choses à regarder, et c'est le radiologue qui va déterminer lui s'il y a une lésion ou pas. Et tout ça, ça nous permet de dire, pour ce marquage, en tout cas notre retour d'expérience, c'est de dire on n'a pas fait d'études cliniques spécifiques sur cet algorithme, mais par contre, on a déterminé la performance clinique sur les performances techniques. Et donc, on a fait énormément de tests, ce qu'on appelle des tests précliniques, c'est-à-dire et Fred va en parler juste après, de s'assurer que les performances de l'algorithme, la sensibilité, la spécificité de cet algorithme répond aux besoins et à ce qu'on revendique. À ça, on rajoute la partie littérature, on regarde s'il y a des predicates, des dispositifs équivalents qu'on pourrait utiliser, et aussi la partie risk management, je vous en ai parlé, et les données post-marché qu'on recueille suite au marquage CE qui nous permettent de s'assurer qu'effectivement ça fonctionne correctement. Donc, le plus important pour un dispositif médical, c'est de déterminer sur quelle population de patients on vise, quelles sont les indications cliniques, c'est-à-dire les performances cliniques qu'on vise, et voilà, les conditions médicales qu'on adresse. Le point important, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans nos publications, que ce soit, merci, je suis pas très... les publications, que ce soit LinkedIn, les réseaux sociaux, les brochures marketing, parce que le claim, c'est très important et on ne peut pas, dans le dossier réglementaire, dire je ne fais pas de segmentation, de détection de cancer, par exemple, mais dans les dossiers marketing, dire grâce à mon algo, vous allez détecter super bien les cancers. Ça, il faut faire très très attention et je suis là pour...
Comme l'a dit Nicolas, du coup, il y a une notion de population et ça doit se retrouver, là on retombe dans le côté technique, un peu aussi dans la base de données qui sert à entraîner le modèle. Et on l'a déjà entendu, hein, c'est clé en fait. Pourquoi c'est clé? Parce que on peut avoir de la variabilité de la donnée elle-même, suivant comment elle est acquise, suivant les régions aussi du monde. Donc c'est important d'avoir quelque chose un volume représentatif. Pour aussi éviter le overfitting par exemple, hétérogène, donc qui représente vraiment toute la population qui peut être atteinte de la maladie. Si on parle de prostate, forcément on ne mettra pas de femmes, mais pour d'autres pathologies c'est important. Et aussi sur une notion d'âge, ça peut être des pathologies qui vont de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Et bien sûr, si on vise des marchés internationaux, il faut que ça soit du coup multi-country, enfin multi-pays et multicentrique, parce que aussi les pratiques dans les centres divergent. Nous, c'est un résumé, hein, mais au global, c'est à peu près cette représentation de données qu'on a dans le processus de développement des algos d'IA. Pour l'entraînement, on est sur des gros volumes, on a quasiment 5000 examens à chaque fois. Alors, j'ai entendu que c'était facile parfois pour les images, enfin de récupérer des images médicales, mais c'est de plus en plus dur de la faire sortir, donc ça reste complexe de faire un dataset aussi volumineux. Surtout qu'après, ensuite, on a besoin d'un peu plus de données pour faire des tests, notamment les tests de performance. Donc, c'est ce qui va nous servir à déterminer la performance technique qu'a décrit Nicolas. Donc, c'est vraiment là où on va baser vraiment les performances de l'algorithme, ce qu'on va revendiquer. Et ensuite, on doit faire de la vérification et de la validation. Donc ça, c'est très technique, c'est très qualité, c'est dire mon algo est déterministe, il sort toujours les mêmes résultats à la même performance. Et la validation, c'est vraiment avec le médecin dire oui, dans ma routine clinique, cet algo d'IA m'apporte quelque chose. Tu peux passer à celle-là. Yes. Bon. Et ça, c'est donc le retour d'expérience que je voulais vous faire sur le marquage CE, puisqu'on a eu la première présentation de l'après-midi qui montrait une roadmap de marquage en cours. Nous, on a eu cette chance, c'est qu'aujourd'hui, on l'a, le marquage, et le vrai goulot d'étranglement, c'était justement ce fameux marquage, puisqu'il y a eu un changement de réglementation en 2020 qui a été décalé en 2021 à cause du Covid. Et donc nous, il fallait qu'on certifie un dispositif, ce qu'on appelle Legacy, Myriam, qui donc était marqué sous l'ancienne directive depuis 20 ans. Et il a fallu le transformer en dossier de conformité pour le nouveau règlement, et ça a été un gros problème. Je n'étais pas chauve au début du process, et on a perdu pas mal de cheveux, et de cheveux blancs pour toi. Ça a duré 18 mois, ça a été hyper éprouvant, parce qu'il y avait énormément de documentation à mettre en place. Néanmoins… Anecdote peut-être, ouais, on a soumis 12 gigas de documents au GMED quand même. Ouais. Et merci les LLM en fait. C'est vrai. Sans LLM, on aurait mis 2 fois plus de temps à reprocesser tous les documents pour les standardiser et les rendre conformes au MDR. Donc on a mis en place des routines qui récupéraient les anciens documents et qui les reformataient pour que ça corresponde au nouveau format et à ce qu'on attendait pour cette soumission. La vraie crainte côté entreprise, c'est de se dire est-ce que ça va être comme ça à chaque projet, parce que là, on certifie un nouveau projet. Si on sort des logiciels, vous savez, ça sort très très vite. Plus des IA, on s'est dit comment on va faire. Et nous, en fait, on a beaucoup communiqué avec notre organisme notifié. C'est la clé pour trouver la bonne stratégie. Et la stratégie, ça a été de déterminer un process d'extension de certification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est certifié sur un scope qui s'appelle logiciels dispositifs médicaux en imagerie médicale. Et donc, nos algorithmes d'IA en standalone font partie de ce scope-là. Et donc, l'objectif, ça a été de soumettre une partie de notre dossier réglementaire à l'organisme notifié. Et il y a une présomption de certification. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils nous auditent au niveau de notre système qualité et étant donné qu'ils ont évalué un dispositif complet, ils considèrent, à la vue de la lecture uniquement de certains documents, que notre nouveau dispositif est présumé conforme. En tout cas, ils nous permettent de mettre un marquage CE sur ces dispositifs. Ce qui n'empêchera pas ces dossiers de se faire évaluer une fois par an et d'avoir cette conformité. Ça nous permet du coup d'avoir ce résultat assez intéressant et important aussi pour nous en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir enchaîner les certifications de nouveaux règlements sur des produits différents, même s'ils font partie de la même catégorie,
ce sont des logiciels, dispositifs médicaux en imagerie médicale, mais ce sont quand même des produits différents. Et ça nous permet d'avancer dans nos projets de développement et d'avoir une certaine réactivité. Une réactivité certaine pour vous dire, donc le MDR c'était 18 mois. L'IA qu'on a certifié en standalone, entre le moment où on a envoyé le dossier au GMED et le moment où on a reçu le certificat, c'était 8 jours. Ce qui fait un sacré décalage. Donc, la stratégie, c'est de beaucoup parler avec l'organisme notifié, échanger avec eux pour trouver la bonne stratégie. Ça reste notre allié, il faut le penser. Et donc, si vous pouvez le faire, s'il y a des entreprises du DM ici, pensez à cette stratégie qui est assez intéressante et vous permet d'avancer rapidement. Et on est au GMED. Oui, je crois l'avoir dit, mais oui, on est au GMED. Alors, tout ça, ça nous permet de montrer que notre dispositif est fiable. Et maintenant, il reste 2 aspects et on va essayer de les parcourir assez rapidement. Parce que, en 10 minutes. Oui. Alors, c'est ça, c'est compliant, mais comment on le market? Déjà, première chose, on parlait d'optimisation. Il y a Yann Lequin qui a partagé il y a quelques semaines, enfin qui a retweeté quelques semaines, quelque chose qui s'appelle l'inférence stack. Et tu peux aller à la suivante. Et en fait, c'est important, on parle souvent de stack technologique, mais l'inférence, c'est un peu clé dans un modèle d'IA, c'est comment du coup le modèle tourne en routine et sort des résultats. Nous, on en a développé une aussi, enfin on se base sur des outils open source pour le faire, mais on en a développé une parce que c'est un peu notre métier, c'est vraiment d'intégrer de l'IA dans la routine. Et j'ai donné quelques exemples derrière. Alors, il n'y avait pas d'autres slides, hein? Vas-y, la suivante peut-être? Vas-y. Non, avant, après. Voilà, ça remonte. Ouais. Voilà. Et donc ce qui est important, c'est donc je vous ai présenté des choses et en Python, on est sur le modèle vraiment recherche et on voit que dès qu'on commence à industrialiser, à réécrire les choses, on peut diviser grandement les temps de calcul. Et si tu continues, j'ai d'autres exemples aussi sur de la segmentation, par exemple, ce qu'on voit à l'écran. On peut gagner des facteurs x6 ou x4 sur des examens qui sont quand même volumineux, c'est des images 3D. Et donc on voit que ce n'est pas négligeable sur l'aspect, on va dire, rapidité et intégration dans la routine, dans le workflow. J'ai aussi fait des exemples, mis un exemple sur GPU, CPU. On parle beaucoup de GPU en imagerie. Il faut savoir que c'est pour certains problèmes, ce n'est pas forcément une solution. On le voit, il y a un exemple où on gagne que 1,3 de temps. Mais le coût dans le cloud est multiplié par 1,7. Et donc ça, si tu vas à la slide d'après, c'est des questions à se poser quand on est éditeur, c'est le choix en fait, d'inférence, de besoin de rapidité, le requirement qui est lié à la rapidité et à l'optimisation du modèle, par rapport au coût que ça va entraîner en production, est impératif pour faire des choix d'architecture et aussi ce qu'on appelle du FinOps. Pourquoi c'est important? Parce que de l'IA qui tourne très vite mais qui est très cher, les centres ils ne l'achèteront pas. Et aujourd'hui c'est un des bottlenecks. Voilà, un autre aspect, pareil, le modèle sort de recherche. Un chercheur quand il fait un modèle, il utilise plein de librairies. On a des modèles très lourds et qui dit très lourd, dit très long à charger et très coûteux. Donc il y a une optimisation aussi à faire par les équipes qui est de réduire la taille des modèles pour qu'ils soient petits et du coup facilement utilisables dans un contexte d'inférence en routine. Donc on a montré que c'était rapide et fiable. Et maintenant, je vais partir de la partie disponibilité. Donc on va passer très rapidement, mais aujourd'hui dans le monde où on est, on containerise les choses, c'est-à-dire qu'on fait des briques de Lego, on n'a pas un gros base de code, on crée des Lego qui vont pouvoir être plugués ensemble et ça permet de faciliter le déploiement. Ça, on ajoute à ça le fait que, alors je dis où j'avais mis une nuage, donc on avait notre petit modèle et maintenant on a découpé notre petit modèle en plein de briques de Lego et c'est nécessaire pour un déploiement en production. Et si on continue, il ne suffit pas d'être capable de déployer aussi, il faut rendre ça scalable. Scalable, ça veut dire quand j'ai X hôpitaux qui vont faire une requête pour traiter une image, il faut que je puisse avoir assez de ressources pour traiter toutes les images et pas faire attendre. Parce qu'encore une fois, s'il y a 10 minutes d'attente avant d'avoir mes résultats, le médecin ne l'utilisera pas parce qu'à la main, il peut aller plus vite. Donc on est obligé de le rendre scalable avec une technologie qui s'appelle Cube ici. Et pareil, une fois qu'on fait ça, si tu passes à la slide d'après,
On voit qu'encore une fois, le petit modèle, il est inclus dans un plus gros ensemble. Et là, donc, on n'a pas que des data scientists, on a des développeurs, on a du DevOps. Ça demande plein de ressources différentes pour créer toute cette architecture. Si tu passes après, voilà, donc on a le modèle, on sait le rendre scalable, on sait le déployer, mais maintenant il faut trouver un cloud provider. Nous, on s'est mis ces contraintes-là, des contraintes de compliance avec la réglementation, j'y reviendrai. Un niveau de service aussi, les services managés, ça permet d'avoir moins d'efforts sur la maintenance. Le trend, donc est-ce que les gens, il y a beaucoup de gens sur le marché qui savent utiliser ces technos-là, et les régions où ces cloud providers se trouvent. Si on fait ça, en fait, il n'en reste pas beaucoup. Et on parlait tout à l'heure du cloud souverain. Et en fait, moi, c'est intéressant, tu peux passer. Hein. Mais en octobre 2022, il y a le patron de l'ANSSI qui a dit, en fait, le cloud souverain avec des technos françaises, aujourd'hui, on n'y est pas parce qu'au niveau de sécu, on n'y sera jamais et au niveau de service non plus. Et il dit au Sénat, les éditeurs peuvent s'appuyer sur des GAFAM, hein, parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas offrir le même niveau de service. Et donc nous, on a fait le choix d'aller chez AWS. Et donc PME Montpellier-Rennes qui va dans le cloud avec tous les tumultes que je vous ai montrés avant. Non, nous à Traçant, c'est le petit bateau dans la mer tumultueuse et on va vers le cloud. Et on a fait ce choix en connaissance de cause et aussi parce que en fait, il y a un grand nombre, en radiologie en tout cas, de personnes qui sont là-dedans. Et si tu passes après, j'explique un peu pourquoi, du rationnel. Déjà, ils ont une grosse expertise en imagerie médicale. Ils ont embauché des gens spécialisés du domaine et ils proposent des services managés dédiés à ça, au transfert d'images ou des choses comme ça. Énorme support, voilà, mais je ne vais pas faire trop de pub. Mais alors attention aussi, c'est tellement plug and play que c'est facile à setup, mais ça coûte vite très cher. Donc très important de faire du FinOps. Et ça, c'est pas tout d'avoir une belle architecture, il faut vraiment repenser les choses. Quand je dis CPU, GPU, parce qu'on peut exploser les factures et en production, c'est pas possible. Et il faut gérer les dépendances en connaissance de cause. Ça veut dire que si vous voulez être cloud agnostique, il faut anticiper un peu les choses. Et derrière, en plus, on partait de souveraineté. Sachez qu'en 2025, AWS sort un cloud souverain en Allemagne. Donc cloud souverain complètement coupé de leurs autres régions. Et vraiment, il n'y a plus rien. Et même les employés de ce cloud souverain seront des employés européens. Donc il n'y a même pas de personnes étrangères à l'Union européenne qui auront accès à ce data center. Donc voilà, encore un peu plus gros, maintenant on est dans le cloud et on essaie de communiquer à l'hôpital. Et là, si on se pose la question d'après, bon là c'est une petite image, mais si on se pose la question d'après, c'est ok, très bien, on est dans le cloud, mais comment on récupère les images? Et c'est là où il y a des enjeux qui arrivent de sécurité et autres, parce que du coup on va ouvrir une porte par rapport à ce qui se passe dans l'hôpital. Et donc même si on est dans le cloud, aujourd'hui pour récupérer des images, il faut une gateway, il faut un petit agent local qui fait tout ce qui est marqué là, et notamment la pseudonymisation. Alors j'ai mis volontairement pas anonymisation, mais pseudonymisation, qui permet de remonter les données dans un cloud et qui permet de les redescendre. Et là il y a des challenges, donc il y a des challenges légaux, j'en reparlerai, mais il y a aussi des challenges. En fait, on se rend compte qu'en production, on a beau avoir fait le meilleur architecture et le meilleur outil possible, derrière on a des contraintes d'interopérabilité. J'en parlais tout à l'heure, c'est pas si interopérable que ça, c'est pas si standard que ça. On a des contraintes de déploiement parce que des fois, les DSI nous empêchent ou ne veulent pas qu'on accède à la machine qui hoste notre service, où il faut être physiquement présent. Et à la maintenance, parfois on ne peut pas faire du déploiement automatique, de mise à jour. Et bien sûr, le cadre réglementaire. Et si tu passes après, nous on a fait un choix, donc AWS et HDS sur les deux premiers piliers, donc tout ce qui est infrastructure. Et on délègue la responsabilité de l'infogérant HDH à Théodo, qui est un des enfin il y en a plusieurs infogérants HDS. Mais du coup, tout ce qui est en prod, nous, on n'y a pas accès, sauf avec un bastion sécurisé, au cas où on ait besoin de mettre les mains dedans. Mais normalement, c'est géré par des gens agréés pour ça. Côté RGPD, c'est la même chose, hein, on est obligé de montrer patte blanche. Et là, on a un DPO externalisé, on a l'alias documentaire qui vient avec nos livraisons, et on fournit tout ça au centre hospitalier à chaque fois. Et là, c'est la réalité, on a quelque chose de beau, on va dans le cloud, on a de l'agent local et voilà, ainsi de suite. Mais dans les faits, la gestion de projet de déploiement, ça prend plusieurs mois. Déjà, il faut signer un contrat, donc il faut que les gens se mettent d'accord. Voilà, les deux entités, elles ont des contraintes, elles ont des volontés. Une fois qu'on a fait le contrat, il faut se mettre d'accord avec la DSI, qui veut voir l'architecture, les flux sortants, les flux entrants, savoir si les ports sont disponibles ou pas. Et une fois qu'on a convaincu la DSI, il y a aussi la RCCI qui est souvent, dans les gros centres, qui n'est pas la même. Et la RCCI, elle veut regarder, elle a un droit de regard sur les aspects sécurité.
Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut déployer. Donc, il faut que les ressources du SI soient disponibles, que nos ressources soient disponibles et faire en sorte que c'est bon, enfin que tout le monde soit synchro, qu'on déploie et qu'on arrive à tester. Et donc, dans les faits, comme il y a de l'humain, il y a de la disponibilité, il y a des choses comme ça, il y a des choses où on n'est pas d'accord, on ajuste, et ben, ça prend vraiment des mois. Et du coup, enfin un peu dans le monde du moderne, du cloud, où on est en développement continu, en déploiement continu, dans le médical, pour des raisons de qualité réglementaire d'un fait, mais aussi d'un point de vue organisationnel et terrain, on ne peut pas faire du déploiement continu. Il faut cadencer les choses, il faut bien faire de la chefferie de projet sur tout ça, pour que ça soit vraiment une réalité et qu'on arrive à rentrer dans les centres hospitaliers. Et donc voilà, grâce à tout ça, en fait, on fournit quelque chose qui est fiable par les aspects qualité réglementaire, rapide parce qu'on l'a optimisé, et c'est un gros travail, il ne faut pas minimiser, et disponible parce qu'il y a de l'architecture qu'on a mis en place, mais aussi on fait de la chefferie de projet avec les centres pour pouvoir s'intégrer dans leur écosystème. Et pour finir, et ça je ne l'aborderai pas, c'est en fait une grande question pour moi, pour l'IA, c'est comment on monétise tout ça. Et en fait, le modèle économique, en tout cas en radiologie, il n'est pas si facile, surtout quand on est sur des gros volumes de données. Pas forcément sur des radiologies conventionnelles où c'est une image 2D, c'est un peu plus simple, mais sur des scanners qui peuvent être très volumineux, avec potentiellement un besoin de faire plusieurs IA sur le même examen. Et ça peut devenir très vite cher au centre, enfin en tout cas au moins en coût de production. Et donc il y a un modèle économique à trouver pour que ça soit vraiment une réalité. Et c'est là aussi où Intrasense travaille beaucoup. C'est comment on ajuste un peu ce modèle-là, comment notre architecture permet de limiter les coûts et comment ces composants, enfin, voilà, est-ce qu'on ne garde pas des choses un peu sur site aussi pour éviter des fois des coûts inutiles cloud par rapport à ce qui est nécessaire. Et voilà pour moi. Merci. Merci.